Et d'abord invité François Fillon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce dimanche. Cette fois, à 2 mois des primaires, la compétition s'accélère. Et vous-même, en pilote de course, je ne sais pas si je dois dire en bon pilote de course, vous essayez de passer à la vitesse supérieure et en tout cas de prendre des risques. Les Français vous regardent tous, ils vous écoutent tous et ils s'apprêtent à choisir, donc à éliminer qui ne répond ni à leur angoisse, ni à leur colère, ni à leurs aspirations. Les Français apprécient les politiques car ils savent que c'est d'eux que dépendent la guerre ou la paix, la sécurité ou le terrorisme, l'indépendance du pays ou la soumission. Pour Nicolas Barré des Échos et Michael Darmon d'ITélé, point n'est besoin de vous brutaliser et de vous faire du charme. Ni inquisition, ni séduction, j'ai envie de dire, ni Torquemada, ni Scheherazade. Il s'agit de traiter de grands sujets, des grands enjeux actuels, au bon niveau, avec précision et sans concession. Aujourd'hui est un dimanche électoral et politique pour l'extrême droite, pour la droite aussi, que l'on va voir sur toutes les scènes et s'exprime sur toutes les scènes. Première question, Nicolas Barré. Alors François Fillon, vous êtes loin des deux favoris de la primaire, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Est-ce que vous serez au second tour de cette primaire ? Vous savez que je n'attache aucune importance à vos sondages. Je n'attache aucune importance à vos sondages, non pas du tout. Et il commence à y avoir d'ailleurs depuis quelque temps quelques commentateurs qui reconnaissent que ces sondages sont extrêmement aléatoires, qu'il n'y a jamais eu de primaire à droite, qu'on ne sait pas qui va aller voter. Et qu'en réalité, les Français qui iront voter à la primaire se décideront au dernier moment. François, ils se décideront après. Ils se décideront après avoir vu les débats. Ils se décideront lorsqu'ils auront la conviction qu'il s'agit bien d'une élection nationale et pas du machin d'un parti. Et donc ma conviction, c'est que je serai au second tour de cette élection. Voilà. Et qu'est-ce qui vous fait croire que votre campagne va vous permettre de doubler Alain Juppé et Nicolas Sarkozy ? D'abord, il ne s'agit pas de les doubler puisque je vous dis que je ne crois pas à ces sondages. Il y a d'autres indications. Il y a d'autres indications. Dans les sondages de popularité, je suis toujours devant M. Sarkozy. S'agissant des parrainages, que ce soit de parlementaires ou de militants, je suis toujours devant M. Juppé. Donc il y a d'autres indicateurs que vos sondages. Ça, c'est aux Français de le décider, je n'en sais rien. Mais je serai au second tour. Pourquoi ? Parce que le projet que je propose est le seul projet qui permette aujourd'hui sérieusement de redresser le pays. C'est-à-dire c'est un projet qui n'est ni un projet de retour en arrière, de revanche, ni un projet trop modéré, trop daté, qui ne correspond pas à l'urgence d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on est servi par soi-même. Mais c'est ma conviction. Si je n'avais pas cette conviction, Jean-Pierre Elkabbach, je ne serais pas candidat à l'élection présidentielle. Je ne suis pas candidat à cette élection présidentielle pour me faire plaisir. Je suis candidat parce que je pense qu'aujourd'hui, avec l'expérience qui est la mienne, l'enracinement qui est le mien, le projet que je propose est le seul. Mais les autres ne sont pas des tocards, ils ont aussi cette expérience. Je regarde les projets, je vois des projets qui promettent tout sans rien financer, je vois des projets qui sont extrêmement prudents, qui prennent en compte... Qui ne finance pas, qui ne chiffre pas. Le projet de Nicolas Sarkozy baisse tous les impôts sans expliquer comment il fait pour relancer réellement l'économie. Qui est prudent. Le projet d'Alain Juppé, j'en ai souvent parlé avec lui, est très prudent parce qu'il considère que le pays est très fragile. Il n'a pas tort, simplement. Et celui de Bruno Le Maire qui présente ses 1012 propositions. Il se place dans un contexte qui est ancien, où on a du temps, où on a des réserves, où on a de la marge, alors que je pense que moi, on est au bord du précipice. J'ai regardé le projet de Bruno Le Maire, là aussi, il y a beaucoup d'impôts qui baissent, il y a des impôts qui baissent comme la CSG, par exemple, ce qui me paraît être juste une aberration. Il n'y a pas dans ces projets la cohérence. Je reconnais difficile d'ailleurs du projet qui est le mien, qui vise à tout mettre sur le redémarrage de l'économie et donc sur l'allègement des contraintes des entreprises et des professionnels, et ensuite à proposer une vraie nouvelle méthode de gouvernement. François Fillon, pour vous, il est important à ce stade de la campagne de parler à votre camp, parce que Nicolas Sarkozy donne rendez-vous déjà dans 8 mois, lui. Oui, enfin, il enjambe la primaire. Non, moi je parle à tous les Français parce que personne ne sait qui va venir voter à la primaire. Et ce que je dis aux Français, c'est prenez le pouvoir. Voilà, les partis politiques ont pris un sacré risque en organisant des primaires. Eh bien, prenez le pouvoir. Qu'est-ce qui fera que je serai au second tour de la primaire de la droite et du centre ? C'est le fait que la majorité silencieuse sortira de chez elle,
pour aller voter. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ne sont pas aujourd'hui engagés, qui n'appartiennent pas à des mouvements politiques, qui ne sont pas impressionnés par la mise en scène médiatique des deux candidats qui ont déjà gagné le premier tour de l'élection primaire. C'est ça ce que je vise, et c'est donc à ces Français-là que je m'adresse. Maintenant, entrons dans le fond des sujets. Le sondage de ce matin, IFOP, Journal du Dimanche pour l'Institut Montaigne, question de Nicolas Barret. Ce sondage est assez frappant à certains égards, et notamment 28% des Français musulmans se disent ultra, quitte même à mettre la charia devant les lois de la République. Qu'est-ce que vous retenez de ce sondage? C'est 28% d'ultra ou au contraire les 72% qui sont, eux, parfaitement laïcs? Je retiens les deux. Je retiens qu'il y a 2/3 de musulmans qui sont intégrés. Je retiens que grâce à l'Institut Montaigne, on a une vision un peu plus sérieuse de la réalité de ce que sont les musulmans en France, ce qui me permet de redire ma volonté de remettre en place ce qu'on appelle les statistiques d'origine pour pouvoir avoir les moyens de traiter un sujet comme celui de la montée de l'islamisme radical. Et je retiens en même temps qu'il y a 1/3 d'islamistes, enfin de Français musulmans qui sont tentés par la radicalisation ou qui sont radicalisés. Et surtout, ce que je retiens, c'est que ce tiers-là augmente, qu'il y a une sorte de dynamique en faveur de la radicalisation. Et donc, il faut maintenant, avec ces données-là, s'attaquer sérieusement à ce phénomène. Alors, on peut ajouter quelques indications. 75% pensent qu'il est normal que la polygamie soit interdite en France. Ça veut dire 25% acceptent la polygamie. En gros, c'est à chaque fois 2/3, 1/3. 66% pensent que la laïcité permet de pratiquer librement. Et 47% pensent possible qu'un Français de culture musulmane puisse devenir président de la République dans les 10 ans à venir. Oui, ça c'est pas le souci principal. Le souci principal aujourd'hui, c'est de réduire la montée de cet islamisme radical. Pour le faire, il y a 2 sujets. Il y a d'abord un sujet extérieur qu'il ne faut pas négliger. À l'origine de la montée de cet islamisme radical, il y a des penseurs, il y a des religieux qui, depuis des années et des années, diffusent cette radicalité, et ils sont pour une très large part en Arabie Saoudite. Donc il faut dire les choses. Je sais que ça déplaît, que je vais mettre les pieds dans le plat, mais il y a un réexamen de nos relations avec les pays. Il faut rompre avec l'Arabie Saoudite. Il faut en tout cas discuter avec eux sérieusement et leur dire qu'on ne peut pas continuer à accepter d'un côté une façade saoudienne faite d'investissements dans le monde entier et d'une apparente modernité, et puis en même temps le wahhabisme. Le wahhabisme qui est à l'origine il n'y a que l'Arabie Saoudite, il y a aussi le Qatar, le Koweït, etc. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a d'autres États de la région, il y a la question du dialogue avec l'Iran dans un autre registre. Vous pensez qu'il faut rééquilibrer, aller beaucoup plus du côté de l'Iran en fait? Il faut rééquilibrer, c'est-à-dire il faut être ferme avec tous ceux qui entretiennent cette radicalité. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas leur vendre d'armes, il ne faut pas avoir de contrats commerciaux avec ces pays? Ça veut dire qu'il faut par exemple interdire qu'ils investissent qui financent le culte musulman en France. Ouais. Ça veut dire qu'on doit leur dire... de foot, oui. Ça veut dire qu'on doit leur dire les yeux dans les yeux qu'on ne peut plus accepter leur ingérence dans le fonctionnement. Quand on les regarde. C'est déjà mieux que de ne pas le dire du tout, monsieur Le Cabache. Parce qu'aujourd'hui, personne ne leur dit. Aujourd'hui, tout le monde leur fait des courbettes. Il y en a même qui vont dans des rencontres privées avec les Saoudiens. Il faut leur dire les choses. Il faut leur dire les choses. Il faut leur dire les choses. C'est pas le sujet qui... il faut leur dire les choses. Quand on demande de privatiser des parties de plages françaises parce qu'il y a toute une famille qui arrive, il faut refuser. Non, il faut refuser. Mais c'est pas le seul sujet. Le deuxième sujet, il est intérieur. Il faut lutter contre la montée de la radicalité islamique à l'intérieur du territoire national. Et moi, je propose depuis longtemps des solutions. La première, au fond, c'est un contrôle administratif du culte musulman, comme on a exercé un contrôle administratif sur la religion catholique ou sur la religion juive pendant des années et des années pour la forcer à accepter les règles de la République. Avec les catholiques, ça a duré, mais ça a duré 200 ans. Avec les juifs, c'est Napoléon un jour qui a tapé du poing sur la table et qui a créé le consistoire. Il faut faire la même chose. Ça veut dire une autorité pour gérer le culte musulman qui ne soit plus le CFCM, mais qui soit une autorité légitime
et pas contrôlée de l'extérieur. C'est-à-dire qui vient d'elle-même, c'est-à-dire des musulmans, des Français musulmans eux-mêmes, ou imposés par l'État. Parce que dans votre discours, vous dites qu'il faut imposer. Théologique. Il faut imposer, c'est le mot que vous avez employé. On va imposer, mais il faut un interlocuteur pour imposer. Donc il faut d'abord une organisation du culte musulman. Il y a le consistoire pour les juifs, il doit y avoir une organisation. C'est ce qu'est en train de faire Bernard Cazeneuve avec C'est une Manuel initiative Valls, que Nicolas Sarkozy avait prise, mais qui n'a pas fonctionné compte tenu du mode de désignation du CFCM. Donc il faut reprendre le travail. La deuxième chose, c'est qu'il faut contrôler administrativement les ouvertures, les fermetures de mosquées, les prêches qui doivent être en français, interdire les financements étrangers et dissoudre toutes les associations qui se réclament du salafisme, du wahhabisme, des frères musulmans. Beaucoup de gens se retrouvent là-dessus. Mais, le fait religieux, Jean-Pierre Elkabbach, il ne suffit pas de se retrouver là-dessus. Il faut le faire. Il faut présenter un projet cohérent, ce que je fais, et il faut le mettre en œuvre avec une extrême fermeté. François Fillon, le fait religieux est en train de gagner, de se développer sur les lieux du travail. Alors il ne faut pas dire le fait religieux. Vous voyez, là vous tombez dans le piège. Quand un salarié demande des heures aménagées, des horaires aménagés, mais vous dites quand il réclame un lieu de prière, vous dites le fait religieux, comme si c'était le fait des catholiques, des bouddhistes, des sikhs, des juifs. Non. Il y a un problème avec les musulmans, avec le développement d'un islam radical. C'est pour ça que moi je ne parle plus de lutte contre les communautarismes. Et je m'élève contre ceux qui veulent durcir. Alors, écoutez-moi, durcir les règles de la laïcité, c'est-à-dire attaquer la liberté religieuse des uns qui ne posent pas de problème à la République pour régler le problème des autres. Moi, je ne veux pas que demain, il soit interdit de se promener dans la rue avec une croix, avec une kippa, avec un turban sur la tête, ou avec un t-shirt sur lequel il y a l'effigie du pape et les journées mondiales de la jeunesse. Ça n'a aucun sens. Donc, ce qu'il faut, c'est maintenant désigner le problème. Le problème, c'est l'islam radical. Et naturellement, il faut prendre toutes les mesures pour interdire les manifestations de cet islam radical sur l'espace public. C'est-à-dire à l'hôpital, dans les écoles, c'est-à-dire dans les entreprises, parce qu'il y a un grand problème pour les entreprises. Dans les écoles, d'ailleurs, je vous rappelle que je suis largement à l'origine de la loi sur l'interdiction du voile à l'école, et en plus j'ai eu le privilège de l'appliquer en tant que ministre de l'Éducation nationale, et je considère que cette loi est un succès, même si je vois dans le sondage qu'elle n'est pas acceptée par une partie des musulmans, c'est en tout cas un succès, il faut la prolonger, et il faut donner à l'entreprise la possibilité de réglementer les comportements à l'intérieur de l'entreprise. Justement, est-ce que ce sondage ne montre pas quand même que ça n'est pas le sujet le plus important, au fond ? Que le sujet le plus important n'est peut-être pas l'identité dans cette campagne, puisqu'on voit que ce sondage, il y a quand même 2/3 des musulmans qui se déclarent intégrés. Est-ce que, au fond, on ne se trompe pas de sujet quand on a imposé en disant c'est l'identité ? Non, l'identité, c'est pas seulement une question en rapport avec les musulmans. L'identité, c'est la question de savoir, au fond, qu'est-ce que les Français pensent de leur pays, est-ce qu'ils en sont fiers, est-ce qu'ils ont la vision, une vision saine de son histoire, et est-ce que la France est un pays souverain qu'on peut aimer, parce que je pense qu'on ne peut aimer qu'un pays qui est souverain, qui maîtrise son destin. Et donc la question de l'identité est beaucoup plus large que le seul rapport avec les musulmans. C'est une question importante, et moi je la définis beaucoup à travers la souveraineté. Je pense que toute l'histoire de France, depuis son origine, c'est un combat pour l'unité nationale, et c'est un combat pour la souveraineté nationale. Aujourd'hui, ce combat est à mener. On a des problèmes de souveraineté économique, financière, on le verra de souveraineté en termes internationaux, une question de Nicolas Barré sur les centres de radicalisation. Et on a vu par exemple qu'il y a une menace d'une agression aujourd'hui de 4 détenus contre le personnel de la prison d'Osny, qui avait déjà été visé par une attaque. On va disperser les 4 meneurs. Est-ce qu'il faut renoncer à des centres de radicalisation ? Pour l'instant, ce que j'ai vu des centres de déradicalisation, c'est vraiment marginal par rapport aux dangers qui nous menacent. C'est-à-dire, il s'agit de Donc, comment est-ce qu'on les rend utiles ? Il s'agit de traiter des jeunes qui sont dans une phase très de démarrage. Non, mais ça peut être utile, mais c'est pas le sujet. Le sujet principal aujourd'hui, c'est comment on isole les radicaux qui sont en prison, comment on met hors d'état de nuire tous ceux qui représentent un danger pour la sécurité nationale, et on voit qu'ils sont nombreux. Là aussi, je propose depuis des mois et des mois des solutions qui ne sont pas retenues, ni à droite ni à gauche, et dont je prétends que ce sont les solutions les plus simples. Eh ben, je les redis devant vous. On a la possibilité
de déchoir de leur nationalité, sans aucune modification législative, toute personne qui prend les armes contre son pays. Bon, eh bien, ceux qui partent en Syrie ou en Irak prennent les armes contre leur pays. Deuxième proposition que je fais, c'est qu'on utilise le livre 4 du Code pénal qui permet de condamner jusqu'à 30 ans de prison des personnes qui ont une intelligence avec l'ennemi, un rapport avec l'ennemi. Oui. Voilà. Ça, ce sont des solutions immédiates, applicables. Il suffit simplement de recruter des magistrats pour avoir... Très bien, mais on avance. Est-ce qu'on peut vous demander non, mais on avance comme ça, on avance en faisant les choses. La loi Urvoas sur le renseignement qui prévoit des agents de renseignement dans les prisons pour savoir ce qui s'y passe. Oui, bien sûr, c'est le minimum. D'ailleurs, Madame Taubira s'était battue contre cette proposition que l'opposition avait fait à l'époque. Eh bien, nous marquons la première pause avec vous. 10h. Invité en effet du grand rendez-vous Europe 1, iTélé et Les Échos, François Fillon, 5 ans Premier ministre, candidat à la primaire. Vous êtes entouré ici de vos soutiens, sauf vos 2 porte-paroles qui sont en mission sur le terrain, Jérôme Chartier et Valérie Boyer. Question de Michael Darmon. Alors pendant qu'à droite on essaie de trouver un candidat, Marine Le Pen elle prépare le second tour, son groupe parlementaire, elle a déjà un temps d'avance et elle se présente comme étant aujourd'hui la plus modérée. Qu'est-ce que vous dites de cela ? Ça laisse sans voix, hein, la plus modérée. Non, voilà. Allez-y, retrouvez-la. Chacun voit le Front National, sa politique économique absurde, son positionnement qui pousse à l'affrontement et à la haine. C'est un parti d'extrême droite. Est-ce que vous voulez dire que sa modération est un masque ? Mais bien sûr, enfin, chacun le voit bien, c'est une construction avec des communicants, c'est un jeu pour essayer de conquérir le pouvoir. Je crois, Jean-Pierre Elkabbach, que le programme que je propose, par sa rigueur, n'a rien d'un acte de communication. Non, mais c'est au contraire un acte de vérité que je pose Marine Le Pen des Français. se dégage de son parti, le Front National, enfin en apparence, qu'elle joue, on va l'entendre dans le discours de cet après-midi, on voit des signes, elle prône l'unité, la réconciliation, le rassemblement, au moment où l'autre droite, c'est-à-dire la vôtre, est en train de se disputer ou en tout cas de présenter des programmes différents sans unité. D'abord, présenter des programmes différents... Elle risque de vous faire beaucoup de mal. Présenter des programmes différents, ça s'appelle la démocratie. Et je suis tout à fait heureux que nous ayons franchi une étape dans le fonctionnement de notre démocratie. La démocratie ne peut pas être confisquée par quelques militants de partis politiques. Ça, c'était une situation qui prévalait il y a 50 ans. Ça doit changer. Les Français veulent participer. Ils participent d'ailleurs à travers des tas de... Mais pour un gaulliste, c'est une anomalie sous la Ve République, les primaires. C'est parce qu'il n'y a pas de chef charismatique. Jean-Pierre Elkabbach, le gaullisme n'a jamais reposé sur un chef charismatique. Il a reposé sur une constitution de la Ve République, qui prévoit une répartition des pouvoirs entre un président de la République, qui doit être un arbitre, et un Premier ministre qui doit... C'est exactement le contraire. La Constitution, elle a été décidée par quelqu'un de charismatique qui est revenu au pouvoir, bien sûr, pas par la Constitution et pas par des primaires. Non mais, Jean-Pierre Elkabbach, la Constitution de la Ve République prévoit des primaires. La primaire de la Ve République, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Bon. Il se trouve que la présence d'une extrême droite au niveau où elle se trouve oblige à des primaires. Mais ce n'est pas la seule raison. Le général de Gaulle, c'était en 1958. On est en 2016. En 2016, il s'est passé des choses. La société française a changé. Le monde a changé. L'accès à l'information a changé. Les Français ont envie de participer à la vie publique. Et les primaires, c'est une première étape. Je pense qu'il y en aura d'autres. Et moi, d'ailleurs, j'en propose d'autres avec un gouvernement très largement ouvert sur la société civile. Il y aura d'autres étapes. À parité avec des gens de l'extérieur ? En tout cas, très ouvert sur la société civile, parce qu'il faut sortir d'un fonctionnement politique qui apparaît un peu comme un fonctionnement sectaire. Chacun vit pour son parti, pour son organisation, alors qu'au contraire, la démocratie devrait faire respirer le débat. Mais pour bien comprendre ce qui se passe quand même, c'est pas que de la communication, c'est aussi un fait politique. Marine Le Pen est donnée comme présente au second tour. À quoi servent tous ces programmes si, au fond, c'est pour se retrouver face à elle et dire la République, quelle que soit la tendance politique? Mais pas du tout. Le programme que je propose, c'est le même que je défendrai si je gagne cette primaire à l'élection présidentielle. Si vous êtes battu.
Mais ça n'arrivera pas, parce que je me bats pour gagner. Mais la question n'est pas là. Vous voyez, vous êtes toujours en train de raisonner comme si on était tous des tacticiens qui n'avaient aucune espèce de vision de l'intérêt général. Comme si on avait un programme pour les primaires, et puis ensuite un deuxième programme pour le second tour de l'élection présidentielle. S'il y a une présence de Marine Le Pen au second tour et qu'il faut faire un rassemblement républicain, c'est pas la tactique. Mais pas du tout. Ce rassemblement républicain, s'il doit se produire, il se produira autour du candidat qui incarne la République, pas autour d'un accord de parti, pas autour d'un programme qui aurait été négocié avec je ne sais qui. Parce que ça, c'est l'assurance de l'échec à l'élection, enfin, pas à l'élection présidentielle, parce que je pense que Marine Le Pen ne peut pas gagner l'élection présidentielle cette fois-ci, mais c'est l'assurance de l'échec dans le redressement du pays, et donc l'assurance de voir l'extrême droite l'emporter le coup d'après. Marine Le Pen continue de se modérer, même si c'est un masque, de se civiliser politiquement, est-ce qu'un jour ou l'autre, il n'y aura pas des ponts ou des passerelles avec votre parti ? Mais regardez son parti. Marine Le Pen ne peut pas incarner à elle seule le Front National. Le Front National, c'est une réalité avec une histoire, avec des hommes et des femmes qui tiennent des propos et prennent des positions qui sont très largement contraires aux valeurs républicaines. Et d'ailleurs, si Marine Le Pen devient trop modérée, elle risque d'avoir un problème avec son propre électorat. François Fillon, messieurs Valls et Bernard Cazeneuve vont disperser des milliers de migrants de Calais vers le territoire ou à travers le territoire national. Ils répondent ainsi à la demande au moins des populations et des riverains et de deux leaders, Xavier Bertrand, président de région, et de la maire Natacha Bouchard, qui sont des républicains. Absolument. Est-ce que cette solution est convenable, bonne et soutenue par François Fillon? Il faut d'abord voir pourquoi est-ce qu'on en est là. On en est là parce qu'on a le plus faible taux de reconduite à la frontière des déboutés du droit d'asile. Le plus faible. Et on laisse donc s'accumuler, année après année, des déboutés du droit d'asile qui embolisent tous nos systèmes d'accueil et qui nous placent dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc c'est la raison pour laquelle moi je propose d'abord que les décisions sur le droit d'asile soient prises plus vite, mais surtout que les demandeurs d'asile soient placés dans des centres dédiés aux demandeurs d'asile et non pas répartis sur le territoire comme aujourd'hui, de façon à ce qu'on puisse garder un contrôle de ces populations. Mais le contrôle sera maintenu, même s'ils sont... Attendez, qu'on puisse garder un contrôle de ces... Des centres dédiés ou des centres dispersés, ça non. Ce qu'on appelle aujourd'hui... Jean-Pierre Elkabbach. Aujourd'hui, les demandeurs d'asile sont placés en fonction des possibilités dans des établissements qui étaient destinés à recevoir des sans-abri, qui étaient destinés à recevoir des populations en difficulté, d'où le système complètement embolisé. Ce que je propose, c'est qu'on réalise des centres d'accueil des personnes demandeurs d'asile, dans lequel il n'y ait que des demandeurs d'asile, qui soient des centres évidemment sous surveillance, et qui permettent, une fois que les demandeurs d'asile sont déboutés, de les reconduire à la frontière. Ça, c'est pour régler le problème, j'allais dire, dans le moyen terme. Mais dans le court terme, le gouvernement a raison de vouloir démanteler Calais. Mais il ne peut pas le faire en imposant aux maires de toutes les communes de France, sans aucune discussion, sans aucune concertation. Vous réclamez un État avec de l'autorité. Voilà, je n'ai jamais réclamé que l'État agisse sans concertation avec les élus. D'ailleurs, on voit bien que ça ne marche pas, que ça ne marchera pas, qu'il y a des blocages qui sont en train de se créer partout. Il faut résister à ce plan Cazeneuve. Je pense que le gouvernement s'y prend mal. Il y a des élus qui acceptent de recevoir des réfugiés sur leur commune. J'en ai un dans mon équipe, le maire de Sauveterre de Guyenne, et qui m'a emmené l'autre jour voir des familles irakiennes qu'il a accueillies dans sa commune. Bon, c'est le choix qu'il a fait, c'est un choix qui a été préparé avec les habitants de la commune, ça fonctionne. S'il est imposé sans aucune concertation, j'ai une autre personne, un autre maire proche de moi, qui a une commune de 1200 habitants dans la région parisienne, à qui on voulait envoyer 100 migrants d'un seul coup. C'est idiot, c'est pas possible. Oui, mais quand on est à la tête d'une région de 7,5 millions de personnes et qu'on vous dit d'accueillir 1100 réfugiés, là, il s'agit de leur c'est choquant de voir qu'on leur refuse
avant même de tenter de il faut réaliser. Il faut réaliser des établissements pour les recevoir, dans lesquels ils soient surveillés. On ne peut pas les mettre dans la nature, on ne peut pas les laisser n'importe où. Et c'est donc la proposition que je fais de créer des centres d'accueil. Et dans l'immédiat, il faut le faire. On a des bâtiments, publics, on a des anciens bâtiments militaires qui peuvent accueillir. C'est ce que fait Nicolas Barré. Pendant 5 ans où vous avez été à ses côtés, Nicolas Sarkozy vous a-t-il semblé avoir de vraies convictions sur le climat ? Pourquoi vous me posez cette question ? Parce que je vais vous dire, il y a une polémique sur Sarkozy. Il y a une polémique à propos de ce qu'il a dit sur le climat. Il faut rappeler peut-être la phrase « Si le Sahara est devenu un désert, c'est pas à cause de l'industrie. La première cause de dégradation de l'environnement, c'est le nombre d'habitants sur la planète. L'homme n'est pas seul responsable. » En quoi c'est choquant ? Dit comme ça, c'est une évidence. En quoi c'est une évidence. Mais la question est de savoir quelle conclusion on en tire. La conclusion que j'en tire, moi, c'est que l'homme a une responsabilité sur l'environnement. Et qu'à l'évidence, le fait qu'il y ait 7 milliards d'êtres humains sur la Terre, 9 demain, qui ont des pratiques, notamment en matière d'énergie, qui utilisent les énergies fossiles, ça a un impact sur le climat. Donc il ne faut pas refuser l'argument démographique. Non, il ne faut rien refuser, il faut simplement faire confiance aux scientifiques, demander aux scientifiques de faire des analyses et de nous proposer des solutions. Au fond, la grande différence ce qui m'oppose aux écologistes, c'est la foi dans l'homme, dans son intelligence et dans le progrès. Oui, je sais que l'homme... Quand ils sont intégristes. Oui, je sais que l'homme a une action négative sur l'environnement et sur le climat. Oui, je crois que l'homme va trouver, grâce à la science, les solutions pour répondre à cette question. Il y a c'était une erreur de mettre le principe de précaution dans la Constitution ? Oui, c'était une erreur de mettre le principe de précaution il faut revenir dessus, et je le propose dans mon programme en le remplaçant par un principe de responsabilité, de même que le Grenelle de l'environnement, qui partait d'une bonne idée, celle de mettre ensemble des gens qui ont des visions différentes de la lutte pour l'environnement, a abouti à des contraintes sur la production qui sont... Vous n'avez pas répondu à la question de Nicolas Barré. Est-ce qu'il a bougé ? Est-ce qu'il était sincère à l'époque ? Écoutez, je vous laisse juger, mais enfin, il y a beaucoup de sujets sur lesquels il bouge beaucoup. Il bouge beaucoup, il est très mobile, Nicolas. Il a raison d'être mobile. Il change beaucoup de convictions. Et pour revenir sur l'environnement, je voudrais citer un exemple. Le maire de Paris veut interdire la circulation sur les voies sur berge. Et elle dit que c'est absolument nécessaire par rapport à la pollution. Bon, eh bien, moi, je soutiens l'initiative de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui a décidé de saisir un pneumologue de l'assistance publique, de lui demander de présider une commission qui va faire une étude scientifique pour dire si cette mesure a un impact positif ou si elle n'est pas nécessaire. Voilà. Je ne prends pas position pour ou contre l'interdiction de la circulation sur les voies sur berge. Je demande qu'il y ait une vraie étude scientifique qui nous permette de trouver les bonnes solutions. Est-ce qu'il faut faire en sorte que les voitures sortent des centres-villes ? Parce que c'est la tendance finalement. Non, il faut transformer les voitures qui vont devenir de moins en moins polluantes, qu'ils sont déjà beaucoup moins qu'il y a 30 ans. Il faut généraliser les voitures électriques, il faut modifier. Vous savez, là aussi, je crois que la science va nous apporter les réponses. Dans les 20 ans qui viennent, on va avoir une révolution dans le transport, avec les véhicules électriques, avec les véhicules automatiques, qui vont pas seulement affecter l'automobile, mais qui affecteront demain aussi, ou à plus long terme, le transport aérien. Donc c'est une révolution, et il faut saisir de cette révolution pour apporter des réponses aux atteintes à l'environnement. Vous venez de présenter et de chiffrer votre programme économique, vous en flattez, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous pensez qu'un creusement temporaire des déficits fait du sens. C'est ce que dit Gilles Carrez qui est avec vous. Et vous avez dit temporaire. Alors ça veut dire combien de temps ? Est-ce qu'il faut attendre 2022, la fin du mandat du prochain président, pour avoir l'équilibre ? Non, oui, bien sûr. Ça, pour arriver à l'équilibre, il faudra 5 ans. La première chose que je veux dire, c'est que quel que soit celui qui gagnera l'élection présidentielle, le déficit se creusera en 2017, quel qu'il soit.
Et quels que soient ces projets. Pourquoi ? À cause de l'héritage ? À cause du fait que le gouvernement, depuis plusieurs mois, dépense de l'argent sans avoir les ressources. Et donc nous aurons en 2017 entre 15 et 20 milliards de dépenses supplémentaires non financées qui seront dépensées. C'est-à-dire c'est pas des dépenses sur lesquelles on peut revenir, c'est des dépenses qui seront des coûts partis. Que cette année, ce sera 3,3% de déficit et l'an prochain, en 2017, 2,7%, c'est-à-dire moins des 3 prévus par Bruxelles. C'est bidon. Vous dites... C'est bidon. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Que messieurs Valls et Sapin vous répondent. Mais bien sûr, mais ils me répondront s'ils veulent. Mais moi, je vous dis que c'est bidon, que personne ne peut dire que le déficit sera à ce niveau-là, compte tenu des coûts qui sont partis pour 2017. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est qu'avec cette situation-là, la clé du redressement national, c'est le redémarrage de l'économie. La clé, c'est la création d'emplois. C'est pour ça que moi, je veux concentrer tout l'effort de baisse de charges et de baisse d'impôts sur les entreprises. Dans votre programme, vous dites qu'il faut 2 points de TVA, ce qui fait 15 milliards d'impôts pour tout le monde. Oui. Et il faut supprimer l'ISF, ce qui fait 5 milliards d'impôts en moins pour les riches. Et il faut baisser de 50 milliards les charges. Où est la justesse là ? 15 milliards d'impôts pour tout le monde, 5 milliards d'impôts en moins. La question est de savoir comment est-ce qu'on fait redémarrer. C'est pas à vous, monsieur Barré, que je vais expliquer que pour faire redémarrer l'économie, il faut baisser les charges et il faut baisser les contraintes. Bon, si vous ne le faites pas, et il faut notamment baisser la fiscalité sur l'investissement. Si vous ne le faites pas, c'est comme un agriculteur qui ne sèmerait jamais son champ. Ben, il récoltera jamais de céréales. Voilà. Donc il faut semer. Et pour semer maintenant, il faut un choc sur le coût du travail et il faut un choc sur le coût de l'investissement. La position que je prends, c'est une position de courage par rapport à des responsables politiques qui font miroiter des baisses d'impôts qui soit ne se produiront pas, soit conduiront notre pays dans une véritable catastrophe. Non, ce qu'on ne comprend pas, c'est que vous qui avez été, François Fillon, le Premier ministre qui le premier avait alerté sur l'État en faillite, aujourd'hui, vous voulez ajouter à une faillite qui est peut-être plus grande, un trou supplémentaire. Je vois. Et on a reproché à la gauche son comportement dépensier. Elle fait des efforts pour être dans les 3%. Mais elle n'en fait aucun. Elle va peut-être être dans les 3%. Et vous dites, j'arrive au pouvoir. Jean-Pierre Elkabbach, regardez vos dossiers. La gauche ne fait aucun effort pour réduire les déficits. La dépense publique n'a cessé d'augmenter. Donc à Paris, on ment et à Bruxelles, on ment. La dépense publique n'a cessé d'augmenter depuis 5 ans et la compétitivité n'a cessé de se dégrader. Aujourd'hui, je vous dis que, compte tenu des décisions qui ont été prises, le déficit augmentera mécaniquement en 2017. Si vous voulez, dès 2017, réduire de façon très importante le déficit, ça veut dire que vous allez augmenter les impôts, ou alors ça veut dire que vous allez couper de manière violente dans les dépenses sociales. Bon, et bien moi je ne propose ni l'un ni l'autre. Je propose une stratégie qui vise à relancer l'économie à travers une baisse de charges de 50 milliards, 40 milliards pour les entreprises, 10 milliards pour les ménages. Et je cible la baisse de charges pour les ménages sur les ménages les modestes et les classes moyennes, ce qui d'ailleurs me distingue de ceux qui veulent baisser la CSG pour tout le monde ou de ceux qui veulent baisser l'impôt sur le revenu pour tout le monde. Moi, ce que je propose, c'est des baisses qui affectent... Et Nicolas Sarkozy, pour ceux qui n'ont pas compris. Des baisses qui affectent la politique familiale, donc les familles et les classes moyennes à travers la baisse des charges salariales compensée par la hausse de la TVA. Voilà. Il y a une cohérence dans ce programme et je pense que c'est le seul qui est de nature à remettre en marche l'économie française. Vous écoutez ce matin et qui s'est dit je vais être peut-être candidat ou probablement candidat, je vais écouter François Fillon. Je vais continuer à arroser pendant la période électorale. De toute façon, on fera les 4-7%, etc. Parce que vous trouvez qu'avec 2% de TVA, j'arrose? Avec vos projets, non? Pas du tout. Puis je vais dépasser les 3%, et puis je m'en fiche, parce que la tendance de la droite, c'est dire, bon, ben... Mais pas du tout. On s'accommodera des 3%. La tendance de la droite, et la mienne en particulier, je crois que tu es le premier à proposer cela, c'est 100 milliards d'économies en 5 ans. 20 milliards par an d'économies, qui d'ailleurs passent pour une large part par l'allongement de la durée de travail, c'est-à-dire la retraite à 65 ans, qui passe par une dépense en matière de santé tenue en dessous de 2%, qui passe par la dégressivité de l'assurance chômage, mais qui passe aussi par la réduction du nombre des emplois publics, dans les 3 fonctions publiques. Et je voudrais faire remarquer là aussi sur ce sujet la cohérence de mon programme. Je propose de supprimer 500 000 emplois publics,
Mais je propose de supprimer 500 000 emplois publics parce qu'en même temps, j'augmente le temps de travail dans les 3 fonctions publiques. Je remarque qu'aucun de mes concurrents ne propose de toucher réellement, sérieusement, au temps de travail dans la fonction publique. Comment peut-on réduire de manière massive le nombre d'emplois publics dans notre pays sans toucher à la durée du travail? C'est impossible. Vous voyez que Churchill serait réélu en ce moment en France? Ce qui dit des sangs, des larmes... pas possible. Le sang et les larmes, c'est maintenant. Le sang et les larmes, c'est la situation d'une immense majorité de Français, soit ceux qui sont au chômage, soit ceux qui travaillent énormément et qui ont le sentiment de ne jamais recevoir le fruit de leur travail. Merci. Il y a tellement... Troisième partie, dans un instant, il faut tout faire pour qu'elle ne soit pas courte avec vous, François Fillon. Jean-Pierre Cabache. Et inviter François Fillon, qui se voit lors des primaires, je dis presque vainqueur. Vous croyez à l'Élysée aussi? Non, je pense que je serai au 2e tour de la primaire. Ah voilà. Oui, mais pas à l'Élysée. Chaque chose en son temps. Ah oui, mais ça c'est une forme de modestie étape alors. Après étape. C'est pas une forme de modestie, vous n'y croyez pas alors? Mais bien sûr que si, mais je dis étape après étape. Michael Darmon. Dans votre programme, est-ce que vous abrogez la loi sur le mariage gay? Non. J'ai toujours dit dès le début de ce débat que j'étais contre le mariage gay parce que je considérais qu'il y a des différences qui... ne doivent pas être gommées, qui ne doivent pas disparaître. D'accord, vous avez promis de la réécrire, vous dites qu'il faudra la réécrire. J'ai toujours dit que je n'avais pas de... Vous ne la prenez pas telle qu'elle. Je n'avais pas de difficulté avec la reconnaissance de l'amour homosexuel. Et c'est la raison pour laquelle, cette décision ayant été prise, j'ai toujours dit qu'on ne reviendrait pas sur le mariage, parce qu'on ne reviendra pas sur la manifestation de la reconnaissance de l'amour homosexuel. Mais en même temps, j'ai toujours dit, depuis le début, je n'ai jamais varié de discours, que ce mariage pour tous a des conséquences sur la filiation. Il bouleverse le droit de la filiation. Et donc, moi, je propose de réécrire le droit de la filiation. Vous l'avez promis à sens commun? Non, c'est la raison pour laquelle ils vous soutiennent? Je pense que c'est pas seulement pour cette raison. Ils ont aussi une réflexion politique, un programme. Et je pense qu'ils ont regardé parmi les candidats ceux qui avaient une certaine constance dans leur position. Qu'est-ce que je veux réécrire? Je veux réécrire le fait qu'un enfant a toujours un père et une mère, quoi qu'il arrive. Et donc un enfant a toujours le droit de connaître son père et sa mère. Voilà. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences en particulier sur l'adoption. Ça veut dire que les couples homosexuels peuvent adopter. Il ne s'agit pas de les empêcher d'adopter, mais ils ne peuvent pas... La filiation ne peut pas se substituer au moment de l'adoption à la filiation naturelle. C'est un mouvement qui était hostile au mariage pour tous. Question sur la suite, Michael Darmon. Vous dites et vous le montrez que vous voulez placer l'exemplarité au cœur de votre campagne. Vous l'avez manifesté avec une phrase choc sur... qui imagine le général de Gaulle mis en examen. Est-ce que vous assumez cette phrase? Est-ce que vous la répétez aujourd'hui? Est-ce que c'était une erreur? Bien sûr que j'assume. Vous n'allez pas me retirer quelque chose qui est une constance de ma vie politique. D'abord, je voudrais vous faire remarquer qu'en 30 et quelques années de vie politique, mon nom n'a jamais été cité une seule fois dans quelque affaire judiciaire. Donc vous êtes le seul irréprochable non, mais de la droite. C'est juste pas un hasard. Voilà. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que pour gouverner un pays, surtout dans les conditions difficiles d'aujourd'hui, il faut être irréprochable. Pourquoi je dis ça? D'abord parce que c'est mes convictions, mais aussi parce que je l'ai entendu pendant les 3 années que j'ai passées à parcourir la France. Combien de Français j'ai vu qui m'ont dit « Oui, nous, quand on passe devant le radar, on paye. Et vous, les politiques, on a l'impression qu'il ne se passe jamais rien. » Donc, je dis qu'il faut de l'exemplarité, et ça vaut pour tout le monde. Donc, vous redites que quelqu'un qui est mis en examen ne doit pas pouvoir se représenter devant les Français. Chacun est devant sa conscience. Chacun est devant sa conscience. Mais ma conviction, c'est que pour exercer l'autorité de l'État, je vois qu'il y a beaucoup de candidats qui parlent de cette autorité de l'État avec des coups de menton. Il n'y aura pas d'autorité de l'État si les dirigeants ne sont pas irréprochables. Donc vous comptez sur la justice pour vous débarrasser de tel ou tel candidat? Non, sur rien du tout. Je demande à chacun de regarder la réalité. Est-ce qu'on peut gouverner le pays en n'étant pas irréprochable? Non. Alors, donc moi, j'en fais une règle de base pour la composition du gouvernement, pour le fonctionnement des institutions. Je pense que l'exemplarité est plus que jamais nécessaire, surtout dans un contexte où on va demander des efforts supplémentaires. Même s'il y a présomption d'innocence. Vous exposez le principe, mais il peut y avoir aussi des cas d'école. Si Nicolas Sarkozy est renvoyé devant la correctionnelle, est-ce que vous estimez qu'il doit rester ou qu'il peut rester
rester candidat. Quelle est votre position? Mais vous ne me ferez pas dire d'autres choses. Non, c'est une question générale. Oui, parce mais que c'est une question générale à laquelle que Nicolas Sarkozy répondra. C'est pas à moi d'y répondre. Mais par rapport au moi, j'ai principe que vous posé un venez principe. d'établir. Le principe, c'est l'exemplarité. Et ce principe-là, je le défendrai et personne ne pourra me l'enlever parce que c'est une conviction qui est enfouie au plus profond de moi-même. Hypothèse. Voilà, c'est un élément constitutif de mon engagement politique. François Fillon, vous emportez la primaire. Est-ce que vous allez demander à Nicolas Sarkozy qu'il vous soutienne pour le reste de la campagne? Je pense que la règle de la primaire, c'est que tous les candidats qui y participent soutiennent celui qui a gagné la primaire. Et si c'est lui qui l'emporte, vous votez Sarkozy? Mais quelle est la question? Je la répète. Campagne pour lui, si c'est lui qui l'emporte, est-ce que vous... Bien sûr, la règle de la primaire, c'est que les candidats soutiennent celui qui a gagné. C'est-à-dire qu'en dépit des critiques, s'il gagne, François Fillon soutiendra ça ne se produira Nicolas pas puisque c'est Sarkozy. moi qui vais gagner. D'accord, mais j'ai dit les deux hypothèses. Voilà. Il y a toujours deux hypothèses. Pas d'autruche, pas d'autruche. C'est moi qui c'est moi qui ai voulu la primaire. Pas Nicolas Sarkozy. Donc il faut aller jusqu'au bout. Il n'en voulait pas. Il était opposé. Oui. C'est moi qui ai voulu la primaire. J'ai voulu la primaire pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure. Évidemment que je respecterai les règles de la primaire, sinon je n'y serais pas candidat. Autre hypothèse, au deuxième tour en mai 2017. En cas de duel Le Pen-Hollande, qu'est-ce que vous faites? Mais c'est ça qui tue le débat politique. On est en train de défendre nos valeurs, nos programmes devant les Français, et vous nous demandez déjà de prendre des positions comme si on allait pas élu, comme si les Français n'allaient pas nous faire confiance. Etc. Eh bien, je vous réponds que je répondrai à cette question quand elle se posera. Et pour le moment, je vais tout faire pour qu'elle ne se pose pas. Vous avez dit que vous vous promenez, on vous dit il faut des gens irréprochables. Oui. Est-ce qu'on vous a jamais demandé, quand vous vous promenez depuis 3-4 ans, en France, François Fillon, comment vous avez pu rester 5 ans Premier ministre de cet homme-là? Bien sûr. Pourquoi vous vous êtes battu au bout de 3 ans et demi pour rester son Premier ministre? Expliquez-nous. D'abord, cette question-là, elle m'est posée souvent. Je ne me suis jamais battu pour rester Premier ministre, vous le savez très bien. Le sujet est simple. Pour moi, la loyauté à mon pays, au gouvernement que je dirigeais, à la majorité, au président de la République, c'est fondamental. Il y a deux attitudes possibles. Il y a celle de M. Macron, qui se tire au milieu de la bagarre, pensant qu'il va en bénéficier personnellement dans sa future carrière politique. Et il y a ceux qui pensent que quand on a contracté avec la majorité, avec le pays un mandat, on va jusqu'au bout et on ne quitte pas le navire quand il est en difficulté. Donc Macron, voilà. Emmanuel n'est pas un modèle pour vous? Non, moi je pense que l'attitude d'Emmanuel Macron est une attitude qui dénote une ambition personnelle qui est au-dessus de l'intérêt général, ce qui n'a pas été mon cas. François Hollande, dans la revue... J'aurais pu partir. J'aurais pu partir. Il y a même des gens qui pensent que j'aurais pu gagner l'élection présidentielle. Vous aviez même eu envie, à un moment donné, peut-être, non ? de 2012. Moi, ma conviction, c'est que quand le Premier ministre quitte le navire au milieu du gué, d'abord, ça veut dire qu'il est préoccupé essentiellement par sa carrière. Et la deuxième chose, c'est qu'il fait évidemment battre sa majorité. Voilà. Et donc, c'est ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire. Dernière question, Michael Darme. François Hollande, dans la revue Le Débat, dit qu'il y a pour lui encore la pertinence du clivage droite-gauche. Si le Front National a un groupe parlementaire en 2017, comment gouverner au nom de ce clivage ? Mais on va tout faire pour que le Front National ait le moins de députés possible en 2017. Et moi, ma conviction, c'est que l'esprit des institutions continue de fonctionner et qu'au lendemain de l'élection présidentielle, il y aura un rassemblement autour du président de la République. Moi, je voudrais que ce rassemblement soit plus large que les seules formations politiques. C'est d'ailleurs pour ça que le premier symbole que je veux mettre en avant, c'est l'ouverture d'un gouvernement de 15 ministres qui auraient tous la caractéristique des ministres compétents à la société civile. Parce que l'élargissement, pour moi, il ne doit pas aller vers les partis politiques, il doit aller vers la société française. Vous l'avez dit tout à l'heure, dernière remarque. Oui, mais c'est important de le répéter, parce qu'apparemment, M. Darmon ne l'avait pas compris. Ah si, au contraire, je vous amenais à le répéter. C'est les Français qui n'ont pas entendu. Vous avez défini la situation actuelle, vous dites elle est catastrophique, elle a là, quelle horreur, etc. Est-ce que vous excluez que François Hollande soit candidat, premièrement ? Non, j'exclus pas, parce qu'il y a une logique de... Deuxièmement, même si je fais rire les 3/4 du pays, est-ce que vous excluez qu'il soit réélu ? Même si je fais rire une partie du pays qui n'y croit pas, est-ce que vous excluez qu'il soit réélu ? Je crois que ça sera très très difficile pour François Hollande d'être réélu, parce qu'il a échoué sur toute la ligne, parce qu'il n'a pas d'autorité, et parce qu'il a beaucoup abaissé la fonction présidentielle. Donc il ne peut pas être réélu ? C'est mon pronostic, maintenant... C'est le mien, voilà. Il ne faudrait pas, par exemple, que la droite se mette dans une situation de division qui lui donne une chance d'être réélu. Merci d'être venu, François Fillon. Merci. Merci Jean-Pierre Elkabbach.